On a l'impression que ça fait des années que le monde n'a pas été aussi instable. Je vais vous faire écouter ce que dit quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné de complotisme ou de populisme. C'est qui? C'est le secrétaire général de l'ONU en personne, Antonio Guterres. Qu'est-ce qu'il a dit dans la journée, alors que personne ne lui demandait rien? L'humanité n'est qu'un malentendu de l'anéantissement nucléaire. Écoutez. Les nuages qui se sont dissipés après la fin de la guerre froide s'amoncellent à nouveau. Nous avons été extraordinairement chanceux jusqu'à présent, mais la chance n'est pas une stratégie ni un bouclier pour empêcher les tensions géopolitiques de dégénérer en conflit nucléaire. Aujourd'hui, l'humanité n'est qu'à un malentendu, à une erreur de jugement, de l'anéantissement nucléaire. Général, on ne comprend pas très bien là du Tartre. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, le secrétaire général de l'ONU? Il dit ça parce que le président Poutine menace de l'arme nucléaire depuis quasiment le début du conflit. Et avec l'énorme tension qu'il y a autour de cette guerre en Ukraine, avec les annonces, les contre-attaques et encore la démonstration de force hier de la marine en Russie, et ces menaces avec les zircons et autres Kinjal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un malentendu, il y a une erreur de tir. Supposer qu'un HIMARS qui est 200 ou 300 km de portée aille tomber sur une ville russe, c'est tout ce que craint les États-Unis. Mais il ne met pas de l'huile sur le feu, là, le secrétaire général? Non, je pense qu'il dit les choses, en fait. Et moi, je partage ça. C'est-à-dire que on n'est pas à l'abri, à un moment, dans un conflit. Il peut y avoir des choses qui sont, à un moment, pas maîtrisées. Et il suffirait qu'il y ait un obus nucléaire qui tombe quelque part et on ne sait pas où. Quelles seraient les conséquences, et c'est ce qu'il veut dire. Et malheureusement, il n'a pas tort. C'est-à-dire que vous avez tellement de techniques nucléaires et de part et d'autre qu'on a moyen de faire éclater la Terre 3 fois. C'est rassurant, tout ça. Non, c'est pas rassurant, mais c'est une réalité. Mais comment est-ce qu'on peut le traduire? Il faut ajouter plusieurs choses à ça. C'est qu'il y a quelques jours, l'Iran a quand même dit qu'ils ont une capacité de créer une bombe nucléaire, mais qu'ils ne le feront pas. Donc rien que le fait de dire nous pourrions le faire si nous le voulions, quand on connaît un petit peu les ambitions de l'Iran dans toute la région, mais plus que ça, la guerre que Poutine mène en Ukraine aujourd'hui est en train d'envoyer un signal très important à tous les autocrates du monde entier. Ce signal est: si vous avez l'arme nucléaire, vous pouvez faire ce que vous voulez en toute impunité. Et donc ça, je pense, alors je ne sais pas si ça faisait partie du message du secrétaire général de l'ONU, mais en tout cas, je pense que c'est une chose qui devient de plus en plus évidente. Ensuite, vous rajoutez à ça ce qui est en train de se passer en ce moment en Chine, où CNN a confirmé que Nancy Pelosi a l'intention d'aller à Taïwan demain. Ouais. Vous ajoutez à ceci les tensions au Kosovo. Alors le Kosovo, c'est pas l'Ukraine, la Serbie, c'est pas la Russie. L'OTAN est au Kosovo et l'OTAN a publié un communiqué hier en disant que KFOR, la force de l'OTAN au Kosovo, interviendrait en cas de problème. Mais bon, là, on est quand même en train d'entrer dans un terrain. Mais qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Alors, regardez la réponse de Poutine. Oui, non, et la réponse de Poutine ce soir. Qu'est-ce qu'il dit? J'allais dire, c'est plutôt rassurant. Nous partons du principe qu'il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire et que cette dernière ne doit jamais être déclenchée. Alors, rassurant, là, non? Vous vouliez poser une question, non? Oui. C'est lui qui avait manié le nucléaire comme ça pendant des mois. Non, mais alors, pour le coup, ce qui est rassurant, si vous voulez, c'est que ces échanges, à la fois le discours du secrétaire général des Nations Unies et le message envoyé par visioconférence par le président russe Vladimir Poutine, interviennent dans un cadre onusien, puisque ces discours sont prononcés dans le cadre de la 10e conférence de surveillance de l'application du traité de non-prolifération des armes nucléaires, durant lesquelles, ou à l'issue, ou plutôt de cette première journée, vous avez une déclaration commune de Paris, Berlin et Washington DC qui accuse nommément la Russie, effectivement, d'instrumentaliser le signalement nucléaire et faire à nouveau
peser sur le monde cette menace qui n'avait pas disparu, puisque les armes nucléaires n'ont pas disparu. La Russie et les États-Unis, c'est 90% du stock mondial d'ogives nucléaires, donc ces deux nations sont bien... On le sait, tout ça, mais pourquoi aujourd'hui tout ça ressort Alors, longtemps en l'occurrence, le secrétaire général des Nations Unies, parce qu'il y a cette conférence qui était repoussée, qui devait avoir lieu depuis 3 ans, il y a la renégociation du traité START, et il y a ces éléments, si vous voulez, de diplomatie qui doivent précisément servir à rappeler que l'arme nucléaire n'est qu'à des fins de dissuasion ou des fins défensives et non pas des fins offensives, mais tout cela a besoin d'être dit parce que effectivement cette menace est de retour et c'est, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, mais qui va lui donner tort, que c'est effectivement très très inquiétant. Parce qu'il y a eu aussi des déclarations par les États-Unis qui rappelaient que un accord avec la Russie allait bientôt, dans quelques années, je crois que c'est 2024 ou 2026, prendre fin, et qu'il fallait renégocier et que la maison et que les États-Unis étaient prêts à renégocier, voire même à avancer sur ce chemin. Mais c'est pour vous rappeler aussi que le monde est très fragile. Nous avons la seule organisation qui est vraiment reconnue par tout le monde, c'est l'Organisation des Nations Unies, sauf que cette organisation est construite de telle façon que le secrétaire général des Nations Unies ne peut absolument rien faire, puisqu'il y a 5 membres permanents qui sont tous nucléaires au Conseil de sécurité, qui, eux, chacun possède un droit de veto. Ce qui fait qu'ils peuvent bloquer n'importe quelle décision. Et de toute façon, quand il y a une assemblée générale qui est convoquée, c'est l'assemblée générale de 192 membres dans laquelle c'est voté par majorité. Et cette majorité n'est jamais acquise à qui que ce soit. Par exemple, vous vous souvenez que les Nations Unies ont essayé de condamner la Russie pour cette guerre. Ils ont réussi parce que beaucoup de pays se sont abstenus, les pays africains. Mais quand il y a eu la question de faire sortir la Russie du Conseil sur les droits de l'homme, il y a eu 25 pays qui se sont prononcés contre, qui ont voté pas. D'accord avec tout ça, mais pour revenir au nucléaire, tout le monde sait que le premier qui appuie sur le bouton, il est mort aussi. Donc pourquoi justement, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà. Le truc, c'est ça, c'est que le secrétaire général des Nations Unies a rappelé à Vladimir Poutine, qui depuis 6 mois, il le reconnaît, hein. Il reconnaît ça, mais il dit, il n'y aura pas de vainqueur en cas de guerre. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui remet ça, comme vous le dites, sur le tapis. Vous venez de passer un extrait du discours prononcé par Vladimir Poutine, et qui fait ça très régulièrement. Quand il parle du zircon, c'est quoi? C'est un vecteur qui peut très bien transporter une charge nucléaire. Donc c'est Vladimir Poutine qui, depuis le début de ce conflit, et vous aviez parfaitement raison tout à l'heure, vous avez demandé est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Quand on a systématiquement besoin de rappeler sa force et qu'on est une puissance nucléaire, c'est bien parce que les faits dessinent une réalité qui ne ressemble pas à la puissance que l'on souhaite projeter. Donc Vladimir Poutine n'a de cesse de rappeler attention, je suis une puissance nucléaire. Donc peut-être que les choses ne se passent pas comme je l'espérais sur le terrain, mais en tous les cas, n'allez pas croire que vous pouvez me vaincre. Après, il y a aussi le fait dont on a parlé déjà sur ce plateau, que la Biélorussie, donc qui est le pays voisin de la Russie, aujourd'hui, selon sa constitution, peut accueillir des têtes nucléaires russes. Et Poutine a dit qu'il allait en donner. Hein. Alors, il y a des rumeurs depuis 24 heures que je suis dans certains réseaux russes, et je ne sais pas, Sergueï, si vous avez vu les mêmes rumeurs, que Loukachenko s'apprêtait à recevoir 4 têtes nucléaires. Non, je n'ai pas vu. Bon, ce sont des rumeurs, rien de confirmé, mais le fait est que, rumeur ou non, si jamais on peut imaginer le scénario où Poutine déciderait que, bon, vraiment, là, je vais faire l'impensable, faire partir quelque chose de Biélorussie voudrait dire qu'une frappe de retour serait sur le sol biélorusse et pas sur le sol russe. Donc, il y a... certains analystes russes à qui j'ai parlé me disent qu'il y a aussi un fantasme chez les Russes que la Russie pourrait survivre. Certains Russes pourraient survivre en se blottissant dans des bunkers au fin fond de l'Oral, à des kilomètres sous terre, pourraient survivre quelques années comme ça pour revenir reconstruire un monde nouveau. J'espère qu'on n'en est Alors, pas. on est dans l'ordre du fantasme, mais certains analystes militaires russes me disent, voilà, il ne faut pas non plus... j'ai dit il y a quelques heures sur ce plateau que Poutine n'est pas suicidaire, donc je sais que je suis en train de me contredire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même réfléchir à toutes les hypothèses.
Ouais. et faire en sorte que ça ne se produise jamais. On sait aussi qu'il y a des ogives nucléaires à Kaliningrad, sur l'enclave russe. Officiellement, non. À Kaliningrad, la plus près il y a des officiellement, vecteurs, de il y a l'Europe de l'Ouest. Il y a des vecteurs porteurs. Officiellement, il n'y a pas de tête nucléaire, mais bon, on ne sait jamais. Bon, Vous savez comme il y a quelques pays dans lesquels, normalement, il ne devait pas avoir de tête nucléaire, qui y sont. Italie, la Turquie, la Belgique. En fait, il y a 5 pays dans lesquels il y a une quarantaine de têtes nucléaires de l'OTAN qui ne devraient pas y être. Mais elles y sont, bon. au cas où.